Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Dans un communiqué, Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de cette attaque, affirmant qu'ils avaient réussi à prendre d'assaut la base militaire hautement fortifiée. Cependant, le porte-parole des forces de défense du Kenya, Paul Njuguna, a souligné que les forces conjointes des États-Unis et du Kenya ont tué 5 militants d'Al-Shabaab dans l'attaque, notant que le groupe terroriste est connu pour propager des informations fausses et trompeuses dans le but de s'emparer des titres et nourrir leurs égos. L'expert en sécurité Mustafa Ali a également estimé que les dommages causés par l'attaque étaient exagérés. C'est une attaque audacieuse d'Al-Shabaab pour ostensiblement marquer des points de propagande afin qu'ils puissent l'utiliser à des fins d'expansion en Somalie et dans le monde. Le groupe Al-Shabaab a également revendiqué la responsabilité d'un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, qui a tué au moins 81 personnes le 28 décembre de l'année dernière. L'Agence de sécurité nationale de la Somalie, pour sa part, a déclaré que l'attaque avait été planifiée par un pays étranger, ce que refutent certains experts. Maintenant, vous pouvez voir que les pays et les États commencent à s'accuser les uns les autres et Al-Shabaab en est heureux. C'est une stratégie qu'ils utilisent. Plus ils arrivent à opposer les pays qui vont se blâmer mutuellement, plus ils en profitent pour gagner des points. Les populations vont se demander pourquoi leur pays ne travaille pas ensemble. Les militants d'Al-Shabaab ont été expulsés de la capitale Mogadiscio en août 2011 par l'armée somalienne. Mais ils détiennent toujours des pans de zones rurales dans les régions du centre et du sud pour mener des embuscades et planter des mines terrestres. Cette attaque présente une nouvelle crise pour Washington, qui est déjà à couteau tiré avec Téhéran après une frappe de drone américain à Bagdad qui a tué le plus haut commandant militaire iranien. C'est une foule impressionnante qui a accompagné le cercueil du général Qassem Soleimani. Un tir de drone américain l'a tué vendredi. La frappe, qui a aussi tué ceux qui l'accompagnaient, survient quelques jours après que des manifestants ont envahi l'ambassade américaine à Bagdad. En réaction, le Parlement irakien a, dans une résolution, demandé au gouvernement d'expulser les troupes américaines. Le président Trump justifie la frappe par une menace imminente contre les intérêts américains. Il mijotait des attaques contre les Américains. Mais maintenant, nous avons fait en sorte que ces atrocités soient arrêtées pour de bon. Elles sont arrêtées pour de bon. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passait, mais il prévoyait une attaque très importante et nous l'avons eue. Certains estiment que les raisons avancées pour justifier l'attaque sont légères et mettent la vie d'Américains en danger. Mais le secrétaire d'État Mike Pompeo défend la décision. Pour les hauts responsables qui avaient accès à toutes les informations, il n'y avait aucun doute. L'évaluation des renseignements est claire. Permettre à Soleimani de poursuivre son complot et sa planification, sa campagne de terreur, crée plus de risques que l'éliminer comme nous l'avons fait la semaine dernière. Trump dit qu'il ne veut pas de guerre avec l'Iran. Mais samedi, sur Twitter, il a menacé de frapper des sites culturels iraniens si l'Iran ripostait. De l'avis de Mike Pompeo, il n'y aurait aucune violation du droit international. Du côté du Parlement iranien, des législateurs se radicalisent au cri de mort à l'Amérique. Au sein de Charlie Hebdo, où la publication de caricatures a été payée au prix fort il y a 5 ans avec une attaque qui a fait 12 morts, dont plusieurs figures de la rédaction comme Kabou ou Wolonsky, on se demande si le dessin satirique est une forme de liberté d'expression en voie de disparition. On a parfois l'impression que le dessin est de moins en moins, je ne vais pas dire toléré, mais que c'est une forme d'expression qui, même au sein des médias, est encombrante. Un mauvais vent souffle donc sur la satire et le dessin de presse en général. L'espace qui leur est consacré se minimise lorsqu'il ne disparaît pas tout simplement. En 2019, le coup de tonnerre est venu du prestigieux New York Times qui a décidé en juin d'arrêter toute publication des dessins de presse
dans les pages de son édition internationale après une polémique liée à une caricature jugée antisémite. En France, l'hebdomadaire Charlie Hebdo était devenu la cible des islamistes après avoir publié plusieurs caricatures de Mahomet en 2012, 2011 et en 2006, où il a reproduit, comme plusieurs journaux européens, celle du quotidien danois Jyllands-Posten. Ouais, pour moi, un dessin de Charlie Hebdo, c'est un truc qui cogne, quoi, qui... À la fois qu'on a envie de regarder parce que ça nous fait marrer, et à la fois sur lequel on s'offusque un peu parce qu'on se dit « Oh là là, si je ris à ça, je suis vraiment une ordure ». Genre reprisé au 19e et 20e siècle, la caricature est un genre qui a toujours été menacé. Et la censure, qui persiste aujourd'hui dans de nombreux pays où des dessinateurs sont menacés, licenciés, poursuivis en justice, voire emprisonnés, pourrait signer la fin d'une époque. Bosch Sunday a dévoilé une visière virtuelle inspirée des téléviseurs LCD qui utilisent l'intelligence artificielle pour bloquer l'éblouissement des conducteurs par le soleil, une cause majeure d'accidents de la route. La plupart du temps, l'écran est transparent comme si vous regardiez à travers un ensemble de lunettes de soleil polarisées. Il vous offre donc une réduction passive des reflets du soleil lors de la conduite. En gros, on a une petite partie de l'écran qui devient noire, celle qui est exposée directement au soleil. Des écrans de projection alimentés par l'intelligence artificielle, sans compter les robots de nouvelle génération, plus de 200 nouveaux produits sont exposés cette année à Las Vegas. C'est une gondole volante qui est un concept totalement nouveau de mobilité aérienne et cela peut offrir sécurité et confort pour cette mobilité. Nous avons inventé la technologie de gravité 4D qui améliorera la stabilité. Les aspects dominants dans ce rendez-vous du futur sont l'intelligence artificielle et le réseau 5G. Mais d'autres sujets comme la santé et le bien-être personnel sont également présents au CES. Ce qui est bien ici, c'est que cela aide les gens à prendre conscience de qui ils sont, de connaître leurs points de plaisir. Ils peuvent en quelque sorte expérimenter et explorer un peu plus. Et quand vous en savez un peu plus sur votre propre corps, c'est stimulant. Le salon devrait attirer quelques 4400 entreprises et 170 000 participants de 160 pays. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le FC San Pedro se sépare d'Amani Yao moins d'un mois après sa prise de fonction. Le club a annoncé samedi le limogeage du technicien ivoirien à la suite d'une défaite 0-2 contre l'USC Bassam. Et le club annonce que les résultats n'ont pas été atteints. C'est pourquoi donc il préfère se séparer de lui. Monsieur Yao, ancien coach de l'ASEC Mimosas, avait été installé le 11 décembre dernier suite au remerciement du Tunisien Thani Jarek. Zlatan Ibrahimovic a officiellement fait son retour en compétition avec l'AC Milan ce lundi en entrant en jeu peu après la pause lors du match de son équipe face à la Sampdoria Jeunesse. Le Suédois, âgé de 38 ans, n'avait plus joué depuis son dernier match, fin octobre, avec les Los Angeles Galaxy. Après une première solide dimanche pour ses débuts sur le Dakar, Fernando Alonso a découvert les aléas du rallye raid lundi. Au soir de la deuxième étape, l'Espagnol est repoussé à la 48e place du général. En grand habitué, le Sud-Africain de Villiers s'est lui imposé devant l'Argentin Orlando Terravano. En moto, c'est le Botswanais Ross Branch qui s'est adjudicé l'étape, la première de sa carrière. Demain mardi, la troisième étape du Dakar emmène les pilotes sur une boucle de 489 km autour de Neom, dans le nord de l'Arabie saoudite. En tournoi de tennis professionnel des nations, l'ATP Cup, la Serbie de Novak Djokovic a rejoint l'Australie en quart de finale en disposant de la France 2-1. C'est Djoko qui a guidé l'équipe serbe vers les quarts de finale. L'Espagne de Rafael n'y est pas encore, mais en très bonne voie après son carton 3-0 contre l'Uruguay. L'Autriche a battu l'Argentine 3-0, l'Afrique du Sud a battu le Chili 3-0, le Japon a pris le dessus sur la Géorgie 2-1, l'Autriche a corrigé l'Argentine 3-0 et enfin la Pologne 2-1 a donc vaincu la Croatie.
En tennis, hier en NBA, les Lakers de Los Angeles ont dominé les Pistons du Détroit par 106-99. Minnesota a battu Cleveland 118-103. Miami a pris le dessus sur Portland 122-111 et Memphis a vaincu Phoenix 121-114. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Jacques. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée sur VOA Afrique. À demain. Merci.